Alors, effectivement, quand je dis qu'on enseigne ce que l'on est, c'est-à-dire dans cette salle, il y a autant de professionnalité, je pense, que de professeurs d'éducation physique et sportive. On a un cadre, le cadre, ce sont les programmes, certes, qui doivent être appliqués, mais ces programmes s'incarnent dans un contexte qui est un établissement, et ils s'incarnent encore plus dans une classe. Donc il y a cette nécessité effectivement d'adapter son enseignement à cette dimension. Mais il y a aussi ce que l'on est en tant que personne et les valeurs qui nous animent et notre histoire aussi. On a une histoire d'élèves, on a une histoire d'enseignants, et je crois que ça structure aussi notre personnalité, ça va structurer le rapport au savoir et le rapport qu'on va pouvoir avoir avec les élèves. Donc c'est en cela que je dis effectivement, on ne travaille pas seul, on travaille au sein d'un collectif, au sein d'une équipe pédagogique. Donc il y a des règles de fonctionnement qui sont communes à un établissement, à une équipe pédagogique. Mais quand on se retrouve dans sa classe face aux élèves, on engage aussi sa personnalité. Et je crois que c'est une dimension importante aussi du métier de professeur d'éducation physique et sportive. Et tout à l'heure, je disais effectivement la consigne que je donne souvent aux formateurs, c'est que vous n'êtes pas des modèles à reproduire. Vous êtes des personnalités qui vous outillez, vous outillez vos stagiaires, mais vous ne pouvez pas les formater sur un modèle pédagogique. Parce que vous êtes bien différent de votre stagiaire, et ce stagiaire-là doit pouvoir construire sa propre professionnalité, son propre enseignement en fonction de ce qu'il est. Alors bien entendu, il y a des normes, il y a des valeurs, on peut pas faire n'importe quoi, mais je crois que voilà, on engage notre personnalité véritablement lorsqu'on s'adresse à des élèves. Enfin, en tout cas, j'en suis intimement convaincu. Et je crois que le parcours professionnel d'un enseignant marque aussi beaucoup la professionnalité d'un enseignant, parce que vous voyez bien, entre un enseignant qui va faire une grosse partie de sa carrière en éducation prioritaire et un enseignant qui ferait une partie de sa carrière dans un établissement de centre-ville, on n'a pas les mêmes élèves, on n'a pas le même parcours professionnel, donc on n'a pas la même professionnalité. Vous voyez bien les conflits qu'on peut avoir entre, on dit bien, on ne fait pas le même métier parce qu'on n'est pas dans des contextes identiques. Et pour avoir travaillé moi en éducation prioritaire, je crois que ce sont mes élèves qui m'ont appris à travailler, ce sont mes élèves qui m'ont appris à concevoir mon enseignement, et je me suis enrichi en fait de mes élèves. C'est pas, voilà, on a une formation initiale, mais la formation continue, c'est une formation continue inscrite au PAF, mais votre formation continue, ce sont vos élèves. Ce sont mes élèves qui m'ont appris à travailler. Ce sont mes élèves qui m'ont permis de rentrer on parlait de la logique de motricité, rentrer par la motricité, rentrer par la pédagogie du sens. Ce sont eux qui ont construit ma propre professionnalité. Et voilà, je pense qu'on est structuré aussi par rapport à ça. Juste peut-être pour la notion de conflit de valeurs, j'ai envie de dire que la réponse est déjà dans la question. Il ne peut pas ne pas y avoir de conflit sur la question des valeurs, parce que les valeurs est une croyance, par définition. Chacun a le droit de croire ce qu'il pense ou ce qu'il veut. Vous voyez, donc la valeur en soi porte déjà de la contradiction. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si on devait à un moment donné, chacun d'entre nous, donner une définition de l'égalité, je suis absolument certain qu'on n'aurait absolument aucun accord après 4 jours de conciliabule. Parce que justement, c'est ce qui fait le sel de la valeur, c'est qu'elle permet à un moment donné de nourrir en permanence le débat. Là où par contre il y a un conflit de valeurs, c'est quand à un moment donné, le conflit est incarné dans une situation professionnelle qui, elle, relève d'un certain nombre de principes normatifs. C'est là que ça coince. C'est le contexte qui va faire que le conflit de valeurs va tout d'un coup prendre du coup de la valeur. Ou en tout cas, il va prendre de la place. Alors le classique, c'est... Prenons un exemple, vous êtes enseignant, on va changer, pas d'EPS, vous êtes enseignant de mathématiques, et décidez, parce que c'est votre façon de voir les choses, qu'avec cette classe de 5e à 8h du matin, s'il y en a un ou deux qui a le malheur d'arriver avec 30 secondes, il retourne à la visco. Classique, tous étaient en cours. Moi, j'ai été en collège quelques années comme enseignant, plus comme chef d'établissement. C'est ce qu'on appelle le collège invisible, les travaux là-dessus de comment s'appelle-t-il
d'un des étudiants qui travaille sur les violences en milieu scolaire, qui avait découvert ça. Le collège invisible, c'est grosso modo sur un établissement de 600 élèves, vous avez quasiment une classe et demie qui n'est pas en cours. Ils sont dans les couloirs, ils sont aux toilettes, ils sont à la visco, ils sont ailleurs, mais ils ne sont pas en cours. On ne sait pas pourquoi, mais ils ne sont pas en cours. Ça veut dire que cet enseignant-là, il le fait selon des principes qu'il considère comme étant l'expression de ses propres valeurs. L'élève arrive en retard, il a une obligation d'assiduité, il considère que l'assiduité est une valeur, on peut en discuter. Pour moi, l'assiduité n'est absolument pas une valeur, c'est une règle, c'est pas tout à fait la même chose. Et donc, lui, il élève ça au rang de valeur et il sort le gamin et il dit « Vous allez à la visco et vous reviendrez à 9h quand vous aurez votre billet de retard. » Et puis, vous avez l'autre versant, celui du CPE, qui lui est en bas, qui n'a rien demandé du tout, et qui voit arriver, tic, tic, comme un compte-gouttes, entre 8h et 8h15, 1, 2, 3, 4, 35. La jauge est pleine, les deux permanences sont pleines. Lui, ses valeurs à lui, elles sont plutôt centrées autour de la question de la gestion de la vie scolaire, c'est-à-dire qu'entre 8h et 9h du matin, il est sur son écran, il essaie de rentrer ses absences. C'est ce qu'on lui demande de faire, en tout cas. Je dirais, c'est ce que Éric Prérat appelle la déontologie. Sa déontologie, c'est de faire ce boulot-là, parce que c'est ce qu'on attend de faire, parce que lui, il doit appeler les parents, parce que le gamin n'est pas là, etc., etc. Et tout d'un coup, parce qu'il y en a un autre qui ne partage pas les mêmes valeurs que lui, il lui envoie, ou plusieurs lui envoient tout d'un coup 5, 10, 15, 20 élèves. Et là, on est dans les conflits de valeurs. Là, on est en plein dans un conflit de valeurs. Et c'est justement à ce moment-là que c'est très délicat. Parce que dans ces cas-là, comme on est sur des croyances qu'on ne veut pas partager avec l'autre, qu'on est sur notre quant à soi, parce qu'on considère que la valeur, elle est universelle de notre point de vue, c'est-à-dire c'est notre valeur donc universelle, eh bien on est incapable d'aller voir le CPE et d'aller discuter avec le CPE pour dire mais comment on peut faire autrement. Et en fait, le conflit de valeurs, il se résout dans le faire. Parce que dans le dire, on n'arrivera toujours jamais à trouver de solution, parce qu'on ne sera jamais d'accord. Mais dans le faire, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on peut faire pour arrêter ça? Y compris des choses qu'on ne fait pas, ou qu'on n'aurait jamais fait. Mais qu'est-ce que l'on peut faire ensemble pour que ce collège invisible, qui est une ineptie totale, il faut quand même vous rendre compte que quand il y a obligation de scolarité, un gamin qui n'est pas en scolarité, alors heureusement, ce n'est pas les gamins de Montaigne, donc vous n'aurez pas les parents sur le dos. Mais vous avez un parent, il y a refus d'obligation de scolarité, il vous attaque, vous tombez. L'obligation de scolarité, ce n'est pas une blague. C'est une loi de 82, 1882. Ok? Donc c'est quand même une loi fondatrice. Et là, ce n'est pas une valeur, c'est un principe qui s'adresse à tous et qui s'impose à chacun d'entre nous. Ok? Donc ça veut dire que quand on est dans des situations comme ça, il faut en revenir au principe. Parce que si vous restez sur les valeurs, vous n'y arriverez jamais. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas interroger les valeurs, mais ça veut dire qu'à un moment donné, il faut faire un détour par quelque chose qui est un peu plus normatif, qui rappelle un certain nombre de règles, pour après remonter aux raisons pour lesquelles on a choisi ces règles, ce qu'on appelle les valeurs. C'est ça le travail au quotidien. C'est la capacité d'aussi aller à la rencontre de ses propres collègues. Et ça, c'est pas facile. C'est pas simple parce que vous comprenez bien que quand j'ai viré mes 2 élèves, moi, ça me soulage. Parce que je vais pouvoir en faire mon job. Enseigner l'histoire-géographie. Ok? Moins 2 élèves. Je suis hors la loi. Et je pense que, j'espère, franchement, je ne parle pas des cheveux blancs que nous sommes les uns les autres, en premier rang, là, mais je pense que nous, on a loupé quelque chose de ce point de vue-là. Je pense qu'en fait, on a confondu normes et valeurs et finalement, on a eu un discours extrêmement normatif et on a oublié complètement le jeu des valeurs parce que le jeu des valeurs, c'est un jeu beaucoup plus subtil et beaucoup plus engageant où il faut aller beaucoup plus loin dans la relation à l'autre. Or, cette relation à l'autre, elle s'impose à nous. Et j'espère que votre génération, celle qui arrive, vous serez capable à un moment donné de ne pas vous laisser piéger par les normes, mais bien d'aller travailler sur la question des valeurs. Et d'aller vous coltiner cette question-là, parce que si vous ne le faites pas, chers collègues, dans les établissements scolaires, notre société, là, de demain, celle supposée construite à l'école, parce que je vous rappelle que l'une des grandes croyances de la France, c'est que c'est quand même l'école qui construit la République et donc la nation. Vous avez un article que je vous conseille de lire dans le Marianne de la semaine dernière, ou de cette semaine, de Saouda Yada, qui est la présidente du CNP. Je vous conseille de lire parce que ça va à l'encontre de ce que je viens de vous dire.
C'est-à-dire qu'elle essaye de nous faire croire que, grosso modo, c'est dans l'amour de son prochain qu'on va trouver la République de demain. Non, c'est pas dans l'amour de son prochain. C'est dans la construction d'un discours raisonné et raisonnable sur ce qui va faire qu'on va faire ensemble et non pas vivre ensemble. On n'est pas dans un monde de bisounours, là. On est dans un monde réel. La vraie réalité, c'est comment on fait ensemble, y compris avec celui avec qui on n'a pas envie de travailler. Comment on fait? L'élève, il n'a pas envie de travailler avec vous. Hein. En tout cas, c'est pas écrit dans ses gènes qu'il devait travailler avec monsieur un tel ou madame un tel. Et pourtant, il va le faire. Pourquoi vous ne le feriez pas, vous? Ouais, c'est ça, la vraie question. Donc la question des conflits de valeurs, elle est essentielle dans la vie d'un établissement scolaire. Mais encore faut-il que l'établissement soit extrêmement solide. L'étude qu'a évoquée tout à l'heure François est très intéressante. Et j'ai lu le petit abstract qu'il y a eu dans le café pédagogique, mais l'étude n'insiste à mon avis pas suffisamment sur les deux autres tiers. Elle insiste beaucoup sur les valeurs de l'enseignant et le bien-être des élèves. Mais les deux autres tiers des valeurs, c'est pas l'enseignant, c'est l'établissement. C'est-à-dire que c'est le collectif. Alors, ça soulage quand même la conscience de l'enseignant, parce que s'il se trompe, au moins c'est pas tout à cause de lui. Mais deux, ça engage la responsabilité collective d'un établissement scolaire. C'est-à-dire la façon dont on vit et on fait dans un établissement scolaire. Et là, c'est le collectif. Et plus des deux tiers, je dirais, des valeurs qui sont véhiculées, qui sont transmises et qui permettent de construire le bien-être de l'élève, ne viennent pas de l'enseignant, mais viennent du collectif. Vous savez, vous allez tous vivre ça avec beaucoup de joie pour ceux qui sont alternants contractuels ou enseignants, ceux qui y sont déjà, c'est les conseils de classe. Est-ce que vous savez ce qu'on donne à voir aux élèves quand ils sont représentants et qu'ils nous voient là ? Quand on fait le tour de table, et vous avez les deux élèves silencieux, vous avez les yucca, ceux qu'on invite, les plantes vertes là. Hein? Et puis quand ils veulent prendre la parole, ils disent non, pas tout de suite. Attends encore un peu. Mais oui. Eh bien, quand vous avez 9 enseignants qui donnent 9 points de vue différents sur la classe et 9 points de vue différents sur les élèves, ça pose un sacré cas de conscience pour les élèves. C'est-à-dire que la dimension cohésive, la dimension collective, la représentation que les enseignants donnent des valeurs qu'ils véhiculent, ne permet pas à l'élève de se construire au travers un collectif enseignant et s'est dit « Waouh, il me voit de 9 façons différentes, mais qui je suis ?» D'accord? C'est important. Ce que nous, on n'accepterait jamais de vivre. Vous vous rendez compte, s'il y a 9 IPR qui se mettent autour d'une table, avec un enseignant, et qui les 9 disent bah, « toi t'es bon, non, toi t'es nul, toi t'es bon, toi t'es peut-être bon, mais je ne sais pas, toi t'es machin. » Et au bout, l'enseignant dit « bah voilà, ça y est, vous avez fait votre PPCR, tout va bien. Vous avez d'autres éléments ?» C'est ce qu'on fait vivre à nos élèves, hein, ça, je vous rappelle. C'est ça, les valeurs en acte. Est-ce que c'est ça qu'on doit donner à voir? Ou est-ce qu'on doit travailler un tout petit peu en amont, là? Travailler. Y compris avec l'enseignant qui dit « ah non, les félicitations, moi, jamais. » Oui, mais t'es tout seul. Oui, mais jamais. Ben tant pis, pour toi. Mais l'élève, il va avoir les félicitations. Et pourtant, dans 99% des cas, c'est le jamais qui l'emporte. Est-ce que c'est ça, la valeur démocratique qu'on donne à voir? Ou est-ce que c'est à un moment donné la représentation majoritaire? Pas la même chose pour un enfant. Et vous savez que le climat de justice, c'est la première chose que le gamin note quand on fait une enquête climat scolaire. Climat d'injustice. On lui pose des questions sur la justice, il répond injustice. C'est la première chose que nous dit l'élève de sa vie d'élève. C'est tout est injuste à l'école. Tout est injuste à l'école, y compris d'aller à l'école. C'est extrêmement préoccupant, parce que si l'enfant, supposé arriver à l'école pour se transformer, pour grandir, finalement on considère que le simple fait d'avoir envie de le faire grandir est injuste, on commence mal pour la société de demain.